à l'ère du numérique, quels sont finalement les outils que vous mettriez en avant comme efficaces pour mener des activités collaboratives? Tout d'abord, je souhaite faire deux remarques préliminaires. Même si un outil s'avère pertinent pour réaliser du travail collaboratif, prenons comme exemple un Google Docs partagé. Ce n'est pas parce qu'il est potentiellement une aide à la collaboration qu'il sera bien utilisé. Il est possible de travailler seul dans un Google Docs, ou d'y écrire chacun un chapitre sans contribuer en rien à une élaboration commune. La réelle activité d'écriture collaborative implique la relecture du texte d'autrui, l'ajustement de ce texte en le corrigeant, en le complétant, en reformulant des bouts de phrases. Au terme de l'écriture, il devient presque impossible de déterminer qui a précisément écrit quelle partie, tant chacun sera intervenu dans le travail de l'autre. Par contre, si chacun écrit sa partie sans contribuer à la part de l'autre, la démarche sera considérée comme coopérative plus que collaborative. Donc, l'outil ne fait pas vraiment la fonction. Exactement. Ce qui importe, c'est l'usage qui est fait de l'outil et non pas l'outil en lui-même. Et donc j'en viens à ma deuxième remarque. Le fil conducteur, c'est la pédagogie, c'est le respect de cet alignement pédagogique. La question qui doit se poser concernant les outils sera presque toujours: sont-ils des moyens? Des moyens appropriés pour atteindre les objectifs. Il ne faut pas confondre moyens et but. Les outils sont clairement les moyens au profit d'objectifs pédagogiques. Et quel est le rôle de l'enseignant ici? Il est essentiel pour lui de déterminer des tâches qui vont nécessiter de collaborer, de définir des activités qui exigent concertation, prise de connaissance de la vie de l'autre, construction commune. Par exemple, en proposant d'abord de demander à chaque apprenant individuellement de lire un texte, de voir une capsule vidéo, d'en retirer 2 éléments, 2 enseignements. Ensuite, la tâche collaborative sera de synthétiser les avis des X membres du groupe, de déterminer ce qui différencie ou réunit les productions de chacun, d'en faire une synthèse. Et là, il y a une réelle nécessité de collaborer à la tâche commune. Et quels sont ces outils? Alors, nous n'avons pas voulu faire un panorama complet d'outils qui demain seront dépassés, remplacés. Notre objectif est plus de proposer un cadre, un modèle pour essayer de comprendre, de déterminer dans quelles conditions collaboratives un outil peut s'avérer adéquat. Il y a donc deux axes. Oui, c'est cela. Le premier axe, l'axe horizontal, permet de spécifier si l'activité, la tâche, se déroule de manière synchrone, les apprenants ne devant pas être présents de manière simultanée, ou de manière synchrone, les apprenants sont présents au même moment. Des outils comme le mail ou le forum de discussion sont plutôt du côté asynchrone, au contraire d'outils comme la fonction Messenger sur Facebook ou de type Skype lorsqu'on utilise ces options vidéo. Ensuite, il y a l'axe vertical, qui distingue le niveau de présence ou de distance. Pour utiliser un tableau interactif, on doit être en présence. L'enseignant et l'étudiant sont en présence, alors qu'un wiki peut être complété à distance. De plus, nous avons distingué les outils selon 3 fonctions. Plutôt de l'organisation, comme l'outil Doodle qui permet de fixer des réunions, de la production, comme lorsqu'on écrit dans un blog, ou encore de la communication avec des outils d'échange simultanés. Donc l'idée de ce modèle, c'est plus que proposer des outils, de se poser la question des contextes d'usage de ces outils pour qu'ils soient appropriés à la démarche pédagogique visée. Mais comment aider un enseignant à mettre en place une séquence collaborative? Alors pour cela, je vous conseille un ouvrage que Pierre Dillembourg a écrit dans lequel il a développé un outil intitulé Orchestration Graph, permettant de visualiser un scénario collaboratif en mettant en évidence d'une part les types d'activités, individuelles, collaboratives avec un groupe plénier, et d'autre part les liens entre celles-ci. Pouvez-vous nous donner des exemples, décrire des scénarios à partir de ce mode de représentation? Comme celui que vous allez voir, que vous voyez et que vous avez sous les yeux, un scénario relativement simple à mettre en œuvre est celui de l'arche. Il montre que l'enseignant peut solliciter différents modes de raisonnement au cours d'une même séquence d'apprentissage. Après une introduction du sujet, il invite les élèves à rechercher des exemples par rapport au concept traité. On est là dans une approche analogique. La formalisation d'une règle à partir de ces différents exemples partagés est mise en œuvre au sein de chaque groupe collaboratif.
Et la phase avec le groupe complet consiste à comparer les différentes règles formulées et permet d'initier une tâche déductive individuelle où les élèves vont utiliser, dans une autre situation, la règle qui a été formulée. Un autre scénario que nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de mettre en œuvre est celui du débat d'opinion, mis au point par Pierre Dillembourg. Nous allons le décrire en nous appuyant sur l'explication qu'il donne dans un article paru dans la revue Éducation et Formation en 2007. Je vais donc le citer. Ce scénario démarre par un simple questionnaire à choix multiples élaboré par l'enseignant, idéalement sur un système informatique. Les questions n'ont pas de réponse correcte ou fausse, mais les réponses reflètent les opinions qu'ont les étudiants sur le thème du cours. Dans la phase 2, l'enseignant forme alors des paires d'étudiants, dont les avis sont les plus contrastés possibles. Dans la phase 3, les paires ainsi formées doivent répondre au même questionnaire que dans la première phase, mais en se mettant d'accord sur une réponse unique, commune. Pour chaque question, le système informatique, un formulaire sur Google par exemple, où l'enseignant récolte les réponses et les arguments donnés par chaque paire. Dans la phase 4, l'enseignant demande aux étudiants de commenter leurs réponses et leurs arguments. Les arguments fournis par les étudiants comprennent grosso modo l'ensemble des concepts que l'enseignant aborderait dans son cours au préalable. Le rôle de l'enseignant est alors d'organiser ces concepts en théorie, de les mettre en relation, de fournir des définitions précises, de reformuler les choses, bref, d'introduire une certaine structure dans les connaissances produites par les étudiants au cours de l'argumentation. Enfin, dans la phase 5, chaque étudiant écrit une synthèse des arguments produits pour une des questions abordées. Ce scénario décrit en quelque sorte quelque chose qu'aujourd'hui on peut assimiler à de la classe inversée. Un troisième scénario que nous voudrions mettre en avant est le scénario mis au point par Mazur, qui montre l'intérêt de tenir compte de l'activité individuelle pour décider de l'activité collaborative. En analysant les réponses fournies par des boîtiers de vote, l'enseignant décide si l'activité collaborative a du sens. Si le degré de maîtrise d'un concept, qui est évalué par ces questions, via les boîtiers de vote, si le degré de maîtrise de ce concept est inférieur à 30%, il convient probablement de proposer une autre explication, une explication différente de cette notion. Si le degré de maîtrise est compris entre 30 et 70%, cela signifie que des apprenants maîtrisent le sujet et que d'autres ont besoin d'aide. Dans ce cas, il est intéressant de confronter les avis et d'amener les élèves à se mettre d'accord sur une réponse. Enfin, si le score est supérieur à 70%, l'intérêt d'une nouvelle explication ou d'un nouvel échange est réduit. L'enseignant peut alors soit donner un feedback et puis poursuivre la découverte avec les apprenants du contenu du cours et de la suite de celui-ci. Quelle est la spécificité du dernier scénario présenté sur cette dia? Mais aux dimensions de la représentation Orchestration Graph de Pierre Dillembourg, nous avons intégré le fait que certaines activités aient lieu à distance ou en présence. Ce qui convient bien à la manière dont on modélise aujourd'hui les pratiques modernes de classe inversée avec les technologies. En termes de conclusion, que mettriez-vous en avant? Vous choisiriez Wikipédia ou Uber? Tout d'abord, je crois en l'intelligence collective. Je crois qu'il faut défendre le partage des connaissances et inciter à la contribution de tout un chacun à la vie de tous. Je pense aussi que certaines pratiques innovantes permettent de transformer, de questionner l'existant pour améliorer le quotidien. Et là, oui, je pense que des dispositifs d'ubérisation ont un pouvoir de créer le changement, mais pas à n'importe quel prix. Car derrière Uber et beaucoup d'autres sociétés qui fonctionnent sur une modalité proche de celle-là, il y a des intérêts économiques. Uber génère beaucoup d'argent. Et pas prioritairement pour les pseudo-chauffeurs qui l'engagent. Qui plus est, toute une profession doit être amenée à réfléchir à comment réguler celle-ci, ensemble, en concertation, et pas les uns contre les autres, ce qui va à l'encontre, selon moi, de ce concept d'intelligence collective. Donc, Uber, oui, pour son pouvoir de mobilisation. Mais Wikipédia, certainement, pour le produit qu'il arrive à générer via ce processus de construction commune adopté depuis longtemps.
En termes de perspective, il faut aussi revenir sans doute aux théories de l'apprentissage, et plus particulièrement à celle de Vygotsky, qui a quand même mis en avant cette idée d'une appropriation du savoir plus approfondie lorsqu'elle est réalisée de manière collaborative plutôt qu'individuellement. Le contact social avec les pairs et l'enseignant, les parents, l'environnement, a un effet non négligeable qui augmente la qualité de l'apprentissage. Bien entendu, les évolutions technologiques nous amènent à reconsidérer ce modèle et de l'amplifier par les visions connectivistes récemment mises en évidence, dans lesquelles la prise en compte des liens entre les individus et les idées sont multipliées tant dans la vitesse à laquelle ils sont transmis que dans la quantité d'informations accessibles. Le problème n'est plus l'accès à l'information, mais le traitement de l'information. Identifier les sources adéquates, créer des ponts entre des idées et des ressources, synthétiser les apports multiples. Pour conclure par une citation bien belge, l'union fait la force, j'y crois aujourd'hui, plus qu'hier encore.